Lanière. La parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, en guise d'introduction à cette réplique au discours d'ouverture de la Première ministre, je vais reprendre les premiers mots que j'ai eus pour répliquer au dernier discours d'ouverture de l'ex-premier ministre caquiste en octobre dernier. Rappelez-vous, Madame la Présidente, que l'ex-premier ministre tentait, l'automne dernier, de redorer son image et de faire oublier les ratés de 7 années de la CAQ aux commandes de l'État. Pour ce faire, il avait prorogé le Parlement et apporté quelques changements à son Conseil des ministres. Il a même essayé de se donner des airs de boxeur fictif avec une ritournelle à la clé. La recette n'a pas marché. Il a démissionné de son poste de premier ministre. Ce printemps, nous avons encore eu droit à une prorogation après la course à la chefferie de la CAQ. Après être devenue automatiquement première ministre, la nouvelle chef de la CAQ a tenté, elle aussi, comme son ex-chef, de revêtir de nouveaux habits en parlant d'un nouveau gouvernement. Madame la Présidente, la Première ministre et certains membres de son caucus confondent course à la chefferie de la CAQ et élection générale. Contrairement à ce que la Première ministre a tenté de nous faire avaler, nous n'avons pas devant nous un nouveau gouvernement. Laissons la novlangue orwellienne de côté et remettons les pendules à l'heure. Le nouveau gouvernement, c'est après l'élection du 5 octobre prochain qui siégera en cette chambre, en fait, au Salon Bleu, puisque nous retournerons au Salon Bleu en septembre, pas en septembre, mais en octobre, à la prochaine législature. Et ce sont les électeurs et les électrices québécois qui vont le choisir, quel qu'il soit. Ce ne seront pas que les membres de la CAQ. Au retour de la prorogation, dans son discours d'ouverture, la Première ministre nous a entretenu d'enjeux connus, archi-connus, que la CAQ n'a pas réglés en bientôt 8 ans aux commandes. Redistribution de quelques rôles, certes, mais les mêmes personnes autour de la table qui prennent les décisions ensemble depuis près de 8 ans, avec toutes les incohérences et toute l'absence de planification qu'on leur connaît. Le fait que la Première ministre a rappelé le projet de loi 1, projet de constitution caquiste, ça en dit long sur ses réelles priorités. Continuer de tout regarder à travers le prisme idéologique caquiste sur fond péquiste, parce que c'est ça la CAQ. Ça a toujours été ça la CAQ. Le prisme identitaire caquiste sur fond péquiste. Parlons des vraies choses. Le coût de la vie. La Première ministre a annoncé récemment la détaxation de produits alimentaires comme les barres tendres, les légumes coupés ou les muffins vendus séparément. Avec ça, elle espère faire sauver 96 sous par semaine aux familles. Mais je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Les aînés qui touchent le supplément de revenu garanti, les près de 800 aînés québécois et québécoises qui n'ont pas même 25 000 $ de revenus par année, ils n'ont même pas les moyens d'en acheter des muffins vendus séparément, des légumes coupés ou encore des barres tendres. Ces 800 000 aînés québécois peinent à se loger. Avec un revenu inférieur à 25 000 $ et le coût des loyers tel qu'on le connaît aujourd'hui, que ce soit dans un appartement tout à fait ordinaire ou dans une RPA, c'est très coûteux. Ça va gruger une très, très grande partie de leur revenu de moins de 25 000 $. Alors, se loger, se nourrir, acheter des médicaments, se faire couper les cheveux une fois de temps en temps, se déplacer en auto si on en a une ou bien en transport en commun, payer ses assurances, remplacer une paire de lunettes aux 2 ans ou à plus long intervalle. Ben voilà le budget non seulement passé, mais dépassé, largement dépassé. Puis là, je n'ai pas parlé de vêtements, je n'ai pas parlé de cellulaire, je n'ai pas parlé de télé, je n'ai pas parlé de sorties au restaurant,
de loisirs ou même de petites gâteries, on oublie ça complètement. Puis on n'a pas parlé non plus de ceux qui auraient besoin d'appareils auditifs ou de fournitures médicales. Hier, si je parle juste de l'aspect logement, en période de questions, hier, je demandais à la ministre responsable des aînés quelle solution elle avait pour les aînés qui se font expulser de leur RPA pour loyer impayé. Parce que le tribunal administratif du logement a déjà émis une trentaine d'ordres d'expulsion depuis janvier 2025 à l'endroit d'aînés qui habitent dans une RPA. Ça, c'est selon une compilation de Radio-Canada, compilation qui a été faite en ciblant, si vous voulez, dans leur compilation, les 5 plus grands groupes de résidences pour aînés au Québec. Alors, on ne connaît même pas les autres. D'une part, est-ce que la question qu'il faut se poser, est-ce que le tribunal administratif du logement est l'instance qui est la plus outillée pour statuer sur le loyer ou le coût des services en RPA? Et je ne dis pas qu'il y en a une autre instance qui est mieux outillée que lui, mais je pense qu'il lui manque certains outils. Ça, c'est une opinion à part, mais les faits, outre mon opinion, les faits, c'est que 30 aînés, pas parce qu'ils ne voulaient pas payer, parce qu'ils n'étaient pas capables de payer au complet leur loyer en RPA, ont reçu un ordre d'expulsion du TAL. C'est là qu'on est rendu, à cause du coût de la vie. Puis ce ne sont pas juste les résidents de RPA qui sont confrontés à cette difficulté-là, parce que les hausses de loyer, ils sont incapables de les affronter pour la plupart d'entre eux, de ceux, évidemment, des personnes à faible revenu qui reçoivent le supplément de revenu garanti. Devant mes questions hier, la ministre a parlé de tout sauf de solutions pour les aînés expulsés de leur RPA, incapables de payer des hausses de loyer. Je lui ai demandé si elle en avait eu des aînés dans cette situation-là qui sont venus la voir dans son bureau de comté. Moi, j'en ai eu 3 du coup, Madame la Présidente. 3 aînés qui vivent dans la même RPA, qui ont d'abord eu une hausse de 3,2 % qui était la hausse de loyer recommandée par le TAL. Puis après ça, ils ont eu une hausse de 6,9 %. Même année, 3,2 puis ensuite 6,9 %. Alors, ces trois résidents ont fait toutes les démarches, se sont rendus au TAL. Et savez-vous ce qui est arrivé, Madame la Présidente? Le TAL leur a donné une augmentation de plus. De plus! Qu'est-ce qu'ils étaient en train de contester? Une autre dame qui n'habite pas en RPA, qui habite dans un 4,5, bien ordinaire. Là. Quand je dis ordinaire, je veux dire hors RPA. Elle est seule, elle est à sa retraite. Puis là, au mois de mars, elle a eu un avis d'augmentation de 75 $ par mois. Ça lui fait 900 $ d'augmentation par année. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Elle dit, il n'y a pas eu de rénovations qui ont été faites là, dans mon appartement. C'est un appartement qui est tout à fait correct. Elle dit, s'il m'arrive avec une augmentation comme ça l'année prochaine, je vais être obligée de déménager, mais où est-ce que je vais aller? Et c'est ça la question cruciale, Madame la Présidente. C'est ça. Les aînés, à part ceux qui ont une maison payée et qui restent encore dans leur maison, qui sont encore capables de rester dans leur maison et qui sont très disciplinés sur leur budget, ils réussissent à arriver. Mais tous les autres qui ont vendu leur maison parce qu'ils ont perdu leur conjoint ou leur conjointe, ils ne veulent pas vivre seuls ou ils sont plus capables de s'en occuper, d'entretenir leur propriété. Il y en a que ça fait 10 ans, 15 ans, il y en a que c'est tout récent. Vendre la maison avec le capital, se dire je peux rester dans une RPA ou dans un appartement pour le reste de mes jours, mais c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, avec le coût de la vie, ils ne peuvent plus être assurés d'avoir un toit jusqu'à la fin de leur jour. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça? C'est la solution, ou les solutions, ou au moins des pistes de solutions que je demandais à la ministre hier, mais que je n'ai pas eues parce qu'elle m'a parlé de toutes les autres choses pour les aînés, sauf de ça. Puis les solutions, en fait, ce ne sont pas des solutions, ce sont des options qui sont très peu édifiantes. Par exemple, il reste quoi? Il reste les maisons de chambre, ou bien il reste, s'ils ont des enfants et que les enfants ont les moyens, que les enfants les aident à payer leur loyer.
Quand on parle de vieillir dans la dignité, là, c'est dur, ça, pour un parent, de se faire aider par un enfant. C'est mieux que d'être dans la rue, vous me direz, mais c'est pas évident. Puis il y en a qui se retrouvent, malheureusement, en itinérance. Et je ne crie pas au loup quand je dis ça. Ça fait plusieurs fois que je le dis dans mes interventions. Mais on le voit sur le terrain. Alors, il faut s'attarder à ça. Mais ex-premier ministre ou nouvelle premier ministre, il n'y a pas de changement là, à ce niveau-là. Je me tourne maintenant vers le soutien à domicile, Madame la Présidente. La première ministre a annoncé l'ajout d'1 million d'heures de soutien à domicile. Fort bien, mais pour toutes les personnes dont je viens de parler, ça va être 0 parce que s'ils n'ont pas de domicile, ils ne peuvent pas avoir de soutien à domicile. Et fidèle à sa vieille façon de faire, la CAQ défait des choses qui fonctionnent bien au lieu de bâtir sur les acquis qu'on a sur le terrain, les acquis et les expertises. On dirait que c'est leur modus operandi. On fonce tête baissée aveuglément. Un exemple, les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile. Les ESSAD, qu'on les appelle. Elles font leurs preuves depuis une trentaine d'années au Québec en soutien à domicile. C'est un modèle qui est encouragé par tous les gouvernements, y compris la CAQ. On nous a encouragés, surtout après la pandémie, formez vos employés, parce que les employés faisaient surtout des activités ménagères, des repas et tout ça. Formez-les pour qu'ils puissent en faire plus. Puis c'est tout à fait louable comme objectif. Payez-les aussi pour être capable de les garder puis de ne pas toujours réinventer la roue et reformer de nouvelles personnes parce que c'est important la stabilité avec les personnes qu'on sert. C'est ce que les ESSAD ont fait. Au mois de janvier, enfin, c'était une priorité de la ministre responsable des Aînés à son arrivée en 2022. Elle avait donné une grande entrevue à la presse là-dessus, mais enfin, elle a livré en janvier 2026, la politique nationale de soutien à domicile. On attend toujours le plan d'action, mais la politique est livrée. Et la politique, quand on la lit, semble donner vraiment une belle place aux entreprises de soutien à domicile, aux entreprises d'économie sociale. Alors, tout ça, c'est bon, mais entre ce qui est dans la politique, entre les attentes de la ministre, les besoins de la population et ce que fait Santé Québec, bien là, il y a un monde de différence. Parce que Santé Québec oblige les CIS à aller en appel d'offres pour les services de soutien à domicile. Et là, bien évidemment, on applique le concept du plus bas soumissionnaire. Sans discernement, en faisant fi de la relation entre l'aide à domicile et la personne qui reçoit les services, une relation qui a été développée au fil des ans. Puis pour des aînés en perte d'autonomie, surtout ceux qui sont en perte cognitive, c'est très, très précieux, cette relation-là. Bien, une ancienne Santé Québec, on a foncé dans les appels d'offres. On ne s'est pas posé de questions. Dans l'anneau d'hier, 2 entreprises d'économie sociale doivent transférer l'accompagnement de 370 usagers et licencier 130 aides à domicile. À Laval, c'est une ESSAD qui doit abandonner 91 usagers et licencier 25 aides à domicile. Puis ce qu'on a appris, c'est que les soumissionnaires qui ont remporté les appels d'offres, bien souvent sont des coquilles vides. À un point tel qu'ils n'ont pas aucun personnel, donc aucune expertise là, à l'interne pour rendre des services de qualité en soutien à domicile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont marauder dans les ESSAD qui, eux, avaient leur personnel, puis ils leur offrent des emplois à 5-6 $ de l'heure de moins que ce qu'ils touchaient dans les ESSAD. Bien sûr, ils ont obtenu le contrat parce qu'ils étaient le plus bas soumissionnaire. Il y en a même qui ont eu la bassesse de faire appeler les gens qui reçoivent des soins à domicile, leur dire « Appelez votre aide à domicile qui travaille pour les SAD pour la convaincre de continuer de venir travailler avec nous pour que vous continuiez d'avoir vos services. » Imaginez. On met ce fardeau-là sur les personnes qui ont besoin de soutien à domicile. Pourtant, dans la loi sur les contrats publics, des organismes publics, il y a un article qui permet d'offrir des contrats
de gré à gré aux entreprises d'économie sociale. On a une loi sur l'économie sociale dont on vient de célébrer l'anniversaire l'automne passé. On fait fi de tout ça. Pourquoi? Je ne vois pas la logique. Je ne vois pas la logique. J'ai abordé ce point-là durant l'étude des crédits la semaine dernière. Puis devenez la réponse de Santé Québec, Madame la Présidente. « Ah, la transition, c'est bien faite. » Peut-être sur papier, mais allez voir sur le terrain, par exemple. Une autre question que j'ai abordée en crédit la semaine dernière, parce que ça fait 4 ans que le réseau des ESSAD propose au gouvernement d'appliquer le crédit pour maintien à domicile directement sur ces factures de services de soutien à domicile. Lorsque j'ai demandé à la ministre à l'étude des crédits 2023 si elle pensait que c'était quelque chose qui était envisageable à faire, elle m'a répondu, et je cite, Madame la Présidente, « C'est une excellente idée et je me permets de le mentionner. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur général du réseau de coopération des ESSAD. Il m'a soumis cette idée-là. Nous allons l'explorer. » Tantôt, je discutais avec mon sous-ministre adjoint. C'est important pour moi en termes d'efficacité. Le réseau ESSAD est présent, ils sont efficaces, ils ont développé une expertise. C'est eux autres qui gèrent le programme. Là, ils le font très bien, à la satisfaction aussi, en collaboration avec la RAMQ. Ils connaissent les modalités. C'est un partenaire, je pense qu'on pourrait facilement aller de l'avant. Ça, c'est en 2023. En 2024, sachant que ça n'avait pas abouti encore, j'ai reposé la question et elle m'a dit que pour le crédit d'impôt via les ESSAD, que son sous-ministre adjoint lui disait qu'il y a tout un travail qui est fait actuellement avec les différents partenaires, bien sûr, avec le regroupement des ESSAD. Donc, il y a des travaux qui sont faits. On s'en va vers cette direction-là. Donc, on attendait que les crédits arrivent pour aller de l'avant. Ça, c'était les crédits 2024. Voyant que ce n'était pas fait encore en 2025, je repose la question. Est-ce que les ESSAD pourront, oui ou non, appliquer le crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés directement sur leur facture? Et si oui, à partir de quelle date? Et là, la réponse, encore une fois, de la ministre responsable des aînés, OK. En fait, on est vraiment en train de regarder ça, la volonté, puis tout ce qu'on fait avec le regroupement, c'est de voir le processus. Comment tout ça pourrait s'appliquer pour que ce crédit d'impôt puisse être appliqué? Un peu comme on le fait avec les RPA. Dans le fond, le crédit d'impôt maintien à domicile est traité à la base par les équipes administratives des RPA pour pouvoir... Bon, je m'arrête ici. Pourquoi c'est si important? C'est parce que, justement, les personnes aînées qui ont droit au crédit d'impôt pour maintien à domicile sont principalement les personnes qui habitent en RPA qui en profitent parce que les RPA ont le personnel administratif pour remplir tous les documents. Mais les personnes à domicile ne sont pas toutes capables de remplir ça. D'où l'intérêt de confier cela au réseau des ESSAD directement sur la facturation des services. Et puis, cette année, j'ai reposé la question la semaine dernière, puisque c'est pas encore fait. Puis là, la ministre m'a parlé quasiment comme si elle n'avait aucune idée de quoi je parlais, que c'était compliqué, ça, puis... Madame la Présidente, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ex-premier ministre, nouvelle premier ministre, c'est toute la même chose. Ça n'a pas avancé du tout de ce côté-là. Tu sais, on parle souvent d'un continuum de soins dans le domaine de la santé. Mais dans le gouvernement, on dirait qu'il n'y a pas de continuum, ni même de continuité dans l'action gouvernementale. Oups, pardon, j'ai accroché le micro. Les organismes communautaires, vous avez toutes les personnes dans cette Chambre, sûrement entendu les organismes communautaires avec leur campagne communautaire à bout. J'ai été interpellée, comme probablement tous les membres de cette Chambre, par des organismes communautaires, notamment des organismes communautaires en répit. Donc, ceux qui font du répit pour les personnes proches aidantes, notamment de personnes qui sont en perte cognitive. Admettons une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, qui est à domicile. C'est pas évident pour la personne proche qui habite avec et qui en prend soin. Cette personne a besoin de répit et la personne atteinte d'une maladie de troubles cognitifs
a elle aussi besoin de répit, d'une autre manière, bien entendu, mais d'avoir des activités. On sait bien que les organismes communautaires coûtent beaucoup moins cher qu'une entreprise privée ou bien que le réseau même pour faire ce genre de service-là. Ils ont la qualité, ils ont l'expertise, ça fait des années qu'ils font ça. Bien, eux aussi vont être soumis à un processus d'appel d'offres, alors qu'ils n'ont même pas l'argent nécessaire pour faire le processus d'appel d'offres, parce que vous saurez que ça coûte 1 000 $ pour s'abonner au service de surveillance du SEAO pour être alerté quand l'appel d'offres sort. Et puis, évidemment, ça prend une expertise pour préparer un appel d'offres, ce que les organismes communautaires n'ont presque pas, parce que leurs ressources sont tellement, je dirais, écartelées dans tous les services qu'ils doivent offrir et dans toute la reddition de comptes et la préparation de projets, l'idéation de projets, le montage de projets pour essayer d'aller avoir des sous. Alors, c'est quoi au juste? Qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Il n'y a rien qui a changé là, avec la nouvelle première ministre. La semaine dernière, j'ai rencontré un OBNL qui s'appelle Nova Soins à domicile. C'est un organisme de Montréal qui existe depuis 128 ans. En 2025, donc l'année passée, ils ont servi gratuitement 800 patients à domicile. Ils ont soutenu 1000 personnes proches aidantes. Qu'est-ce que fait Nova Soins à domicile? Donne surtout des soins palliatifs à domicile. Donne aussi du soutien à domicile et de l'aide à domicile à des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Ils sont financés 50-50 philanthropie-subvention. Ils vont chercher en philanthropie 1,5 million de dollars et ils ont une subvention de 1,5 million de dollars pour offrir tous ces services gratuitement à la population. Et le CIS, évidemment, leur réfère beaucoup de clients ou d'usagers, appelez-les comme vous voulez. Ça coûte beaucoup moins cher, cette prise en charge en soutien à domicile, ça coûte beaucoup moins cher qu'une personne qui est hospitalisée dans le réseau en fin de vie. Et qu'est-ce qu'ils ont appris il y a 3 semaines? Bien, que Santé Québec ne donne pas de subvention. Santé Québec va en appel d'offres. Alors, si c'est ce qui arrive, peut-être qu'ils remporteront l'appel d'offres, mais s'ils ne le remportent pas, et c'est autant de possibilités qu'ils ne l'aient pas que de l'avoir, bien, ils vont disparaître. Puis la subvention, habituellement, la subvention était pour 3 ans. Alors, si l'appel d'offres est pour une durée de 3 ans, bien, vous imaginez pas que dans 3 ans, ils vont tous ramasser leur pénate, puis ils vont encore soumissionner, puis peut-être là avoir le service. Non, c'est un service qui va disparaître. Ça va être aussi dommageable pour les usagers de ce service-là que la décision du PQ dans le temps de mettre des centaines et des centaines d'infirmières à la retraite. On s'en est jamais remis. Le système de santé s'est jamais remis de cette décision-là. Puis là, les décisions qui sont prises par Santé Québec d'aller en appel d'offres pour le soutien à domicile, les soins palliatifs à domicile, pour les services communautaires en répit, c'est la même chose qui va arriver. Je vais vous parler des maisons de soins palliatifs, Madame la Présidente. Il y a 350 lits de soins palliatifs qui sont dans des maisons de soins palliatifs. Ça représente 35 % des lits de soins palliatifs au Québec. Les maisons servent 5 700 personnes par année. Elles sont prises en charge gratuitement quand le décès à domicile n'est pas souhaitable ou n'est pas souhaité ou n'est tout simplement pas possible. Ces maisons sont soutenues par 360 000 heures de bénévolat. Et vous savez, les maisons de soins palliatifs, ce sont des projets communautaires. Donc, il faut que la communauté se rassemble, décide d'avoir ce projet, trouve un terrain, construise une maison où il y a un legs testamentaire avec une maison et tout ça. Et le gouvernement paye pour les soins cliniques. Enfin, c'est comme ça que ça marchait. Au début, le gouvernement assumait 100 % des soins cliniques dans les maisons de soins palliatifs.
L'offre qui est sur la table en ce moment pour les maisons de soins palliatifs fait passer le financement à 77 du coût des soins cliniques. Moi, je pensais que les soins cliniques, c'était couvert universellement au Québec. Alors là, les maisons de soins palliatifs se voient offrir 127 000 par année par lit, alors qu'elles estiment en avoir besoin de 165 000. Et ça, on comprend que c'est une entente pour 3 ans plus 2 ans renouvelables, donc pour les 5 prochaines années. En avril 2025, il y a eu l'inauguration d'une unité de 10 lits de soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée. Et je salue cette inauguration. Savez-vous à combien s'élève le financement? 220 000 par année par lit à Saint-Charles-Borromée, lit dédié aux soins palliatifs. Puis on veut en donner 127 000 dans les maisons de soins palliatifs. 2 poids, 2 mesures, on dirait. Mais si les maisons de soins palliatifs coûtent tellement moins cher que dans le réseau, c'est quoi la logique de leur faire la vie dure pour qu'elles n'arrivent plus? Ça coûte moins cher. Il me semble que c'est logique d'aller vers elles. Comment le réseau de la santé, et c'est ça ma question, comment le réseau de la santé va prendre en charge les 5 700 patients servis par les maisons de soins palliatifs, puis les 800 servis par Nova? Et il y en a peut-être d'autres organismes communautaires que je ne connais pas qui font la même chose. Mais juste ces personnes-là, comment le réseau va faire pour les prendre en charge s'ils arrêtent le financement de ces services? Une autre chose qui fonctionnait bien, les ressources intermédiaires. Les ressources intermédiaires soumises à une entente nationale signée en 2020 pour 5 ans, 2020-2025. Et ça s'est très bien passé, l'entente signée pour 5 ans, sauf que, évidemment, qui se serait attendu à ce que la pandémie arrive et à ce que les coûts augmentent? Alors, c'est certain qu'une entente qui a été négociée en 2019, signée en 2020 pour 5 ans, qui a déjà, pas longtemps, juste quelques années après, là, disons 2024, déjà ça commençait à être difficile parce que les sommes qui étaient dédiées, il y a un volet immobilier puis un volet pour l'exploitation, bien, les coûts d'assurance, les coûts de construction pour celles qui construisaient ou les hausses de taux d'intérêt hypothécaire ou bien les coûts de nourriture ou les coûts de personnel, c'est sûr que ça a grimpé en flèche comme partout. Alors, les ressources intermédiaires ont lancé un cri du cœur en 2025. Bien, même avant, en 2024, ils auraient souhaité que l'entente soit rouverte. Le gouvernement a dit non. Je peux comprendre. Mais maintenant, l'entente est terminée depuis le 31 mars 2025 et on les fait encore poireauter. La ministre des responsables des aînés, qui est aussi ministre de la Santé, elle a dit elle-même en interpellation qu'elle trouvait que ça n'allait pas assez vite. Elle était déçue de ces négociations-là. C'est pas encore réglé, mais y a-t-il quelqu'un qui a le pouvoir dans ce gouvernement pour s'assurer que les négociations qui se font au Trésor se font rondement? Il me semble qu'il doit y avoir quelqu'un qui donne un mandat là, aux négociateurs. Alors, ancien premier ministre, nouvelle première ministre, c'est exactement la même chose. Ça tarde. Un autre programme qui marchait bien, le PEC, il a été défait en 2019. Hop, on a vu que ce n'était pas une bonne idée. Ramené, là encore mis de côté. Mais on a laissé en plan, la CAQ laisse en plan de cette façon des milliers d'employeurs, de travailleurs et d'étudiants, sans égard pour les répercussions économiques dans toutes nos régions du Québec, puis sans égard, évidemment, pour la situation personnelle des travailleurs ou bien des étudiants. Puis sans même égard pour la réputation du Québec à l'étranger. C'est quand même quelque chose. Transport collectif. Je suis allée rencontrer le réseau de transport de Longueuil dans la première année du mandat. Ils m'ont dit, écoutez, nous, on a des véhicules électriques. Le gouvernement nous oblige à avoir des véhicules électriques parce que c'est la seule chose qui subventionne.
On comprend, c'est un objectif d'électrification des transports. Le HIC, il refuse de nous donner de l'argent pour l'électrification des garages. Bien, c'est parce que quand on a des véhicules électriques, il faut qu'on puisse avoir un garage électrifié où on peut faire l'entretien, la réparation de ces véhicules. Alors là, bien, le projet, ça devait être livré en 2028, sauf que ça a été retardé. Pourquoi? Bien, je vous le donne en mille. Parce que le gouvernement ne s'entendait pas avec le gouvernement fédéral. Dans une récente rencontre avec le RTL au mois d'avril, on disait, écoutez, nous, on a un déficit structurel parce qu'on n'avait pas de surplus pour éponger le déficit post-pandémie. Alors, on ne pouvait rien faire. Et ce que le RTL déplorait, c'est que l'Ontario avait déjà presque tout dépensé l'argent que le fédéral lui avait donné pour le transport collectif, mais qu'au Québec, on se teignait parce qu'il n'y avait rien de fait. Le Québec n'avait pas vu la couleur de cet argent-là. Et ce que le RTL nous a dit, c'est que l'absence de décision à ce chapitre-là, c'est ça qui a fait le plus mal. Ils avaient un garage qui allait être démoli une fois qu'ils allaient avoir l'argent pour avoir un garage pour les véhicules électriques. Mais ce garage, ils ont dû investir 30 millions dans la toiture et la ventilation pour que ce soit sécuritaire pour travailler, parce que le temps que Québec s'entende avec Ottawa pour cet argent-là, bien, l'infrastructure, elle se dégradait. Ça, c'est la CAQ. Puis je vais vous ramener à l'été 2024. Même problématique au niveau de certains organismes communautaires. Des organismes communautaires qui avaient des projets de menus travaux pour les aînés à domicile. Un en particulier, à Chambly, que j'ai rencontré. Eux, ils avaient eu le oui du fédéral. Ils avaient, de mémoire, ils avaient demandé le CADA qui leur avait été refusé. Alors, ils se sont tournés vers les programmes du fédéral. Ils ont reçu leur lettre du fédéral comme quoi ils avaient la somme demandée. Alors, ils se sont mis à planifier leurs affaires pour embaucher des jeunes pour aller faire ces menus travaux chez les aînés. Leur organisme qui est propriétaire de l'édifice où ils sont situés avait à l'étage un logement où habitait une famille. Alors là, ils ont dit à la famille, bon, on va avoir besoin des bureaux. Ils ont aidé la famille à se reloger. Puis Québec s'est jamais entendu avec le fédéral, donc ils l'ont pas eu cet argent-là. Je pense qu'ils l'ont eu un an plus tard. Mais pendant un an, ils se sont privés de 2 000 $ de loyer par mois. Les jeunes qui allaient être embauchés, ils n'ont pas eu leur emploi d'été. Puis les aînés qui avaient besoin de ces services de menus travaux, ben ils les ont juste pas eus. En matière d'infrastructures routières, la première ministre a dit dans son allocution d'ouverture que, je pense qu'elle a été inspirée de la mairesse de Longueuil qui a fait mouche avec ça dans sa campagne électorale municipale en novembre dernier. On va réparer les choses qui ont besoin d'entretien avant d'en construire d'autres. Mais je pense que c'est une sage décision. Mais justement, j'en ai une infrastructure routière à réparer, Madame la Présidente, dans mon comté. Le boulevard Taschereau à Brossard. Dès qu'on est à la Prairie, le boulevard Taschereau est parfait. Dans Longueuil, tout a été fait. En 23 et en 24, il y a eu 2 kilomètres qui ont été faits, 2 kilomètres dans un sens, les deux mêmes kilomètres dans l'autre sens, dans le comté de la Pinière. Il reste 4 kilomètres à faire dans chacun des sens. Bien, l'année passée, le ministère n'avait plus d'argent. Donc, ils ont bouché des trous. Cette année, ils ont encore bouché des trous. C'est épouvantable. Les intersections sont épouvantables.
Il y a des autobus qui passent là, on a la station Panama du REM. Là. Tous les autobus se rabattent sur cette station. C'est épouvantable, l'état du boulevard Tachereau. Tout le monde m'en parle. Et là, je suis rendue que je leur dis, faites le 511, portez plainte. Là, j'ai su la semaine dernière qu'il y avait une analyse de peut-être avoir une intervention palliative. Je ne savais même pas que ça existait, une intervention palliative sur une route. Bien, j'espère bien qu'on va l'avoir, puisque là, les fonds vont arriver enfin du fédéral. Je vous dirais, Madame la Présidente, je pourrais vous parler des entreprises, les PME, qui ont besoin de prévisibilité, autant pour les travailleurs, mais j'ai abordé le PEC tantôt, mais autant pour les blocs d'énergie. Mon collègue député de Jacques-Cartier en parle depuis des années. On a besoin d'augmenter la croissance des PME avec l'énergie. La première ministre l'a dit. On aurait dit qu'elle venait de découvrir que les PME sont l'épine dorsale de notre économie dans toutes les régions du Québec. Les services de garde, la première ministre a recyclé l'annonce de la conversion de 5 000 places de garde en places subventionnées. Est-ce que je fais erreur ou est-ce que l'engagement de 2022, c'était de toutes les convertir? Parce que moi, j'en ai plusieurs propriétaires de services de garde privés qui sont prêts depuis longtemps à ce que ce soit converti, puis qui ne comprennent pas qu'on construit des nouvelles installations puis qu'on ne convertit pas les leurs. Mon temps achève, mon temps de parole achève, Madame la Présidente. Mais ce que je peux dire, c'est que l'ex-premier ministre et la première ministre actuelle sont tellement du pareil au même que je peux ici redire ce que j'ai dit dans ma réplique au discours d'ouverture de l'ex-premier ministre l'automne dernier. Des Québécois en santé et en emploi qui ne mangent pas à leur faim ou qui ne peuvent pas se loger, ce n'est pas normal. Des enfants québécois qui n'ont pas d'enseignants qualifiés dans leur classe à l'école, ce n'est pas normal. Des Québécois qui sont malades et qui ne peuvent pas se faire soigner, ce n'est pas normal. Des Québécois qui ont travaillé toute leur vie et qui ne peuvent plus se loger faute de revenus suffisants, ce n'est pas normal. Des milliers de Québécois vieillissants en perte d'autonomie qui n'ont pas de place en milieu d'hébergement, ce n'est pas normal non plus. Et des Québécois en perte d'autonomie qui restent dans leur domicile sans soutien à domicile, ce n'est pas normal. Des personnes obligées de laisser leur travail pour se consacrer à aider leurs proches à temps plein, qui s'épuisent, qui s'appauvrissent en faisant ça, ce n'est pas normal. Et sous le bref règne de l'actuelle première ministre caquiste s'ajoute la fragilisation des ESSAD, des organismes communautaires, des maisons de soins palliatifs, des OBNL en soins palliatifs et des ressources intermédiaires. Ce n'est pas la société québécoise que les bâtisseurs et bâtisseuses de la Révolution tranquille ont envisagé. Le filet social dont nous avions raison d'être si fiers, il est rendu plein de trous. La CAQ a renoué avec les déficits budgétaires. Elle a fait un déficit record l'année passée, a amené le Québec à une décote, ce qui ne s'était pas vu depuis 30 ans. Mon collègue de Néligan l'a rappelé plus tôt aujourd'hui, son arrivée au pouvoir, la CAQ avait de l'argent plein les coffres grâce au surplus laissé par le gouvernement libéral. Ça allait bien, elle pouvait distribuer, investir sans être trop regardant. Plus c'était gros, mieux c'était. Mais le résultat, il n'y reste plus d'argent pour faire face aux défis énormes auxquels sont confrontés tant les Québécois au quotidien que l'État lui-même. Des défis personnels insurmontables qui deviennent des défis collectifs de grande ampleur. Des défis collectifs que des organismes communautaires tentent de soulager avec des moyens limités malgré la hausse de la demande. Des défis collectifs qui se traduisent souvent individuellement par un stress intense, de la détresse, de la pauvreté et de l'épuisement. Madame la Présidente, c'est la preuve concluante que le passé est garant de l'avenir, que la CAQ, c'est la CAQ, peu importe qui en est le ou la chef. Le bilan caquiste, c'est ça. En tout respect, lorsque la première ministre a conclu son discours en nous invitant à imaginer ce que pourraient être les 4 prochaines années avec un 3e mandat caquiste, ma réponse a été non merci, le Québec et les Québécois n'ont pas les moyens d'un autre mandat caquiste. En conclusion, Madame la Présidente, je formule la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement
pour l'absence totale de mesures pour répondre à la crise de l'hébergement pour les aînés dans le discours d'ouverture. Merci, Madame la Présidente.